Donc je m'appelle Louis Combes, j'ai 87 ans depuis 15 jours et j'ai été professeur d'éducation physique et surtout essentiellement professeur de judo. Voilà. Je suis né en 1932, j'ai vécu jusqu'à ma majorité essentiellement dans la région de Toulon et autres. Et en 1939, moment de la déclaration de guerre, je n'avais que 6 ans et demi et j'ai dû subir de ce fait des difficultés jusqu'en 1945, fin de la cessation de la guerre. Pourquoi ? Parce que Toulon a subi 12 bombardements, le sabotage de la flotte, et de ce fait a été ville punie. À partir de là, nous ne pouvions plus avoir de quoi nous alimenter normalement, etc. Et un médecin de famille, ami, a considéré qu'il était préférable que je n'aille pour ainsi dire pas à l'école, étant donné la sous-alimentation et les difficultés que nous avions. À telle enseigne que j'ai pris un énorme retard scolaire qui m'a ensuite handicapé pour la suite de ma scolarité. D'accord ? Et ce n'est que vers 17 ans que j'ai pris la décision de me sortir du système scolaire normal, avec tout ce que cela comporte, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus des camarades, il n'y avait plus d'activités communes, etc., etc. Et j'ai décidé de me lancer sur l'étude du baccalauréat par correspondance avec l'école universelle. J'ai passé le bac de cette façon-là en candidat libre quant à la première partie. J'ai fait ensuite la deuxième partie du bac au lycée de Montpellier, où nous avions un fils à la Marichue, et derrière ça, j'ai tenté de me lancer sur le professorat d'éducation physique. Je me suis préparé tant bien que mal au concours d'entrée au CREPS, mais j'ai eu la malchance, 8 jours avant le concours d'entrée, puisqu'à cette époque nous avions des épreuves physiques pour se lancer sur la première partie du professorat d'athlétisme, de gymnastique et autres sports collectifs. Et en m'entraînant à Palavas sur le sable, à vouloir faire des saltos, je suis tombé avec une entorse du genou, une entorse de la cheville, déchirure du mollet, à telle enseigne que mon concours d'entrée au CREPS de Montpellier était bien handicapé. J'ai pu me rétablir et j'ai appris que j'avais la possibilité d'aller faire également une préparation au professorat à Paris, à l'Institut régional d'éducation physique. Je suis monté, comme disaient les méridionaux, à Paris. J'ai présenté le concours d'entrée à l'IREP, j'ai été reçu à l'IREP et en même temps j'ai retrouvé celle qui allait devenir ma femme et que j'avais connue à l'âge de 6 ans lors des pérégrinations de mes parents. Voilà. À partir de là, j'ai préparé le professorat d'éducation physique à Paris et j'ai découvert une pratique que je ne connaissais pas, c'était la lutte libre et également la lutte gréco-romaine que je pratiquais avec un condisciple qui était lui champion de France dans les 2 disciplines. Et son père était alors directeur technique national de la lutte. Au bout d'un certain temps, la lutte m'a séduit, mais également, Georges Ballery a eu envie que nous fassions connaissance avec le judo, et c'est comme ça que j'ai mis les pieds dans le monde du judo, à un âge relativement élevé, et avec le souci majeur de ne pas risquer une blessure, étant donné que le professorat était à cette époque basé essentiellement sur l'anatomie-physiologie, la psychologie, l'historique du sport, certes,
mais également sur 21 épreuves physiques. Donc, tout cela pour dire que j'ai commencé le judo relativement tard. Oui, Georges Ballery. Oui, parce que c'est tout à fait inopinément que lui qui était lutteur m'a conduit à aller vers le judo, en quelque sorte. Et donc j'ai commencé par faire les championnats de Paris de lutte gréco-romaine, puis je trouvais ça un peu aberrant, et en découvrant ce judo, j'ai trouvé quelque chose qui était beaucoup plus attractif pour moi, parce que très diversifié, ne serait-ce que par le fait que l'on pouvait se saisir autour du judogi et à partir de là multiplier les formes d'attaque. Donc j'ai commencé le judo avec un monsieur qui s'appelait Jean Lafosse et qui avait été la 40e ceinture noire chronologiquement. D'accord ? Donc lui avait été formé par M. Kawashi, et donc c'était dans la forme Kawashi que j'ai pratiqué le judo. Il faut dire qu'à cette époque-là, non pas de Kawashi, mais du moment où j'ai commencé le judo, c'était dans les années 50, le judo était beaucoup moins répandu qu'il ne l'est actuellement, et j'étais chez ce monsieur-là, ce travail me convenait fort bien que ce ne soit pas ce que j'ai connu plus tard quant à la technicité du judo. D'accord ? C'était essentiellement du travail qui se faisait en statique, etc. Et donc, ça m'a convenu jusqu'à ce que j'ai dû partir au service militaire. Je suis parti au service militaire, j'étais ceinture verte. Et c'est à mon retour du service militaire, en 1962, que là, j'ai véritablement pratiqué le judo. Un an après mon retour, je passais ceinture noire, et pendant mon absence, et à cette époque-là, la scission s'était faite entre la fédération et le collège des ceintures noires. Mon professeur était au collège des ceintures noires, donc j'étais moi au collège des ceintures noires, collège qui se disait être le judo traditionnel, dans lequel il n'y avait pas de catégorie de poids, et dans lesquels on parlait avec les techniques dites en français, premier de jambe, deuxième de jambe, etc. Et là, j'ai découvert quelque chose qui m'a commencé à me passionner. C'est-à-dire que, étant à Paris, un Japonais qui était installé à Bordeaux, M. Aku Michigami, venait à Paris tous les mois dispenser 3 soirées de travail technique à la salle du collège des ceintures noires. Et là, j'ai découvert quelque chose qui m'a émerveillé, puisque M. Michigami avait été professeur de judo au Japon, et il nous faisait pratiquer le judo dans la forme réelle du judo, en déplacement, etc., etc., et avec une aisance et comment dirais-je, un émerveillement pour nous, à savoir qu'on se posait toujours la question, est-il véritablement plus fort debout, est-il véritablement plus fort au sol ? On n'a jamais su le définir. C'était un monsieur qui avait beaucoup de classe, qui est mort maintenant bien entendu, et qui avait surtout un sens pédagogique très pointu. De là, j'ai continué tout en pratiquant mon métier de professeur d'éducation physique, à pratiquer, et tous les ans, j'allais au stage de Bordeaux, qui durait 1 semaine, et où là, il n'était pas possible de dormir, tellement on était fatigué le soir, et tellement on avait, qui reviennent à l'esprit, toutes les techniques que nous avait montrées M. Michigami. Donc, j'ai pratiqué cette forme-là,
Et conjointement, j'étais dans la journée dans mon rôle de professeur d'éducation physique. Il se trouve que dans les années 65-66, je commençais à fatiguer par le manque d'attrait de mes collègues et de mes élèves pour la pratique sportive. Et j'étais à deux doigts d'arrêter mon enseignement de l'éducation physique et de virer ma cutille en faisant une formation en kinésithérapie, puisque l'anatomie-physiologie m'avait toujours captivé. Donc j'ai trouvé qu'il était intéressant de faire la kinésithérapie, quand un jour, un soir, invité avec ma femme et moi chez un ami professeur d'éducation physique qui était détaché au ministère de la Jeunesse et Sport, il m'a posé la question de savoir pourquoi je ne m'étais pas inscrit au concours d'entrée à l'école de judo. Ça, c'était en 1967. Et je ne savais pas qu'il y avait une école de judo. Et c'était la première promotion qui était en place. L'école de judo de l'INS, puisque c'était à l'époque, on appelle ça l'INS, l'Institut National des Sports, pourvoyait la formation de 30 judokas. 7 postes réservés aux professeurs d'éducation physique et 23 postes réservés à la promotion sociale. Dans la promotion sociale, il se trouve que l'année où je présentais le concours, la plupart des membres de la promotion sociale constituaient tout simplement l'ossature de l'équipe de France, avec Guy Offray, Armand Desmé qui venait d'être champion d'Europe, Armand Bourreau qui avait été champion d'Europe, la police, Mélé, De Cherchy, Richkoff, etc., etc. Et donc, j'ai présenté le concours d'entrée à l'école au mois de juin. J'ai été reçu, mais en juin 67, j'ai suis reçu. J'ai pris de mauvaises positions et je me suis retrouvé avec une hernie discale et devoir me faire opérer au mois de juillet 67. Je me suis fait opérer à Montpellier, par M. Vlahovic d'ailleurs, et au mois de septembre, je rentrais à l'école de judo avec un lombostat, et toutes les semaines, j'avais le lundi après-midi, ce qui pour moi correspondait à une sorte de calvaire, c'était l'entraînement commun avec l'équipe de France. Et là, je dois dire que l'ensemble des gens avec lesquels j'ai pratiqué, sachant que d'une part j'étais plus âgé, sachant d'autre part que j'avais été opéré, ont toujours été avec moi d'une délicatesse extrême. À telle enseigne que mes collègues de formation, qui étaient un peu gênés quant à l'anatomie-physiologie, m'aidaient beaucoup en judo, et je les ai aidés beaucoup en anatomie-physiologie, puisque tous les jours, entre midi et 2, on allait dans un amphi, et je leur faisais travailler l'anatomie-physiologie. Qui dit 67 dit 68. 68, les mouvements nationaux des grèves et des revendications sont arrivés avec mai 68. Et au moment où, dans l'amphi, où chacun émettait des suppliques pour améliorer ceci ou pour améliorer cela, moi j'ai eu l'idée de demander à ce que les épreuves écrites du diplôme de professeur de judo soient supprimées par un oral, sachant que mes collègues
de l'équipe de France était beaucoup plus facile d'expression orale en anatomie-physiologie que à l'écrit. Donc, ils ont passé l'oral, tout le monde a été reçu, et à la fin de l'année, on m'a proposé de rester comme professeur de judo à l'école de judo à la rentrée scolaire. Donc, c'était pour moi le couronnement de ce qui a été l'ouverture, les prémices des plus belles années professionnelles que je pouvais passer. Donc mon professeur, j'ai fait sa connaissance dans les années 55 à peu près, par le plus grand des hasards. J'étais avec Georges Ballery, comme je te le disais, qui s'occupait de lutte. Lui était en relation plus ou moins étroite avec les associations sportives de la préfecture de la Seine, et donc nous sommes allés naturellement dans le club de judo qui était en association, dans l'association en question, qui s'appelait l'APSAP. Et c'est là que j'ai découvert Monsieur Lafosse, Jean Lafosse. Au moment où j'ai découvert, c'est un monsieur qui avait à peu près 55-60 ans, à peu près une petite soixantaine d'euros, et qui était la 40e ceinture noire française. Donc il a passé sa ceinture noire en 1945. Tout ça, je ne l'ai pas su d'emblée, mais c'est petit à petit, en établissant des contacts entre lui et moi, qui étaient de plus en plus chaleureux, que j'ai découvert qui était le personnage. Le personnage, en 1945, tu vois, c'était la fin de la guerre. Et pour te citer un exemple, quand il a présenté sa ceinture noire, il y a eu des explosions inhérentes à quelques bombardements. Et alors qu'il faisait son kata, il a fait un mouvement de protection en quelque sorte. Et bien entendu, immédiatement, Kawashi l'a collé parce qu'il ne fallait pas qu'il s'occupe des bombardements. Tu vois, le genre de la maison. Le même Kawashi, qui était celui qui avait formé M. Lafosse, et qui disait ceci. Moi, c'est pas nécessaire à expliquer, c'est nécessaire à montrer. Si vous comprendre, pas nécessaire à expliquer. Mais si vous pas comprendre, c'est toujours pas nécessaire à expliquer, c'est à vous de comprendre. D'accord ? Donc tu vois, l'état d'esprit dans lequel on véhiculait le judo à cette époque n'a rien à voir finalement avec ce qui se passe actuellement. Un autre exemple, je ne sais pas si je te l'ai relaté, il y a un combattant qui était un très bon combattant qui s'appelait Levanier et qui était un petit gabarit et qui faisait le judo chez M. Kawashi. Et il voulait apprendre la technique que faisait Kawashi, qui s'appelait le 6e de hanche, donc Hanegoshi, la ruade du cheval. Donc sans arrêt, il voulait que M. Kawashi lui apprenne la technique, et M. Kawashi trouvait toujours une excuse, jusqu'au jour où il lui dit « Demain matin, 8h au dojo, vous, avec kimono ». Donc il y va largement à l'avance, puis au bout d'un moment, il voit arriver avec son parapluie, parce qu'il pleuvait, M. Kawashi, en complet veston et de chapeau sur la tête, et M. Kawashi qui ouvre la porte du dojo, et lui dit d'aller se mettre en tenue. Et étant donné que dans la salle, il y avait un poteau, un pilier qui soutenait le plafond, au moment où Levanier est revenu dans le dojo, il a vu que Kawashi était toujours en complet veston. Ça, il a commencé à lui poser des questions, puis il a observé que Kawashi avait attaché avec une ceinture une bouée de roues de voiture, tu vois, de camion, qui tenait avec la
avec la ceinture reliée au poteau. Et l'autre, et Kawashi lui dit, vous tirez sur caoutchouc. Quand le poteau tombait, vous connaître à Hiroshi. Et il est parti. Donc l'état d'esprit n'était pas ce qu'il est devenu. Fort heureusement, ça a changé. Mais mon professeur en avait gardé finalement une certaine couche de cette façon de faire. Attendu que lui, son métier c'était quoi? Il était carreleur à la ville de Paris. Donc c'est pas un prof de gym, ceci et ça, c'était pas un grand pédagogue, mais c'est un bonhomme qui avait vécu les prémices du judo en France et qui avait côtoyé dans la mouvance du judo de l'époque des gens comme Camus, comment il s'appelle, Feldenkrais, comme Joliot-Curie, qui étaient les premiers judokas. Parce que les premiers judokas à faire le judo, c'était le monde estudiantin. Et ça se faisait rue du Sommerard, c'est-à-dire en plein quartier latin. Et mon professeur, lui, était avec ces gens-là. Donc il avait une certaine culture, mais ce n'était pas un individu particulièrement cultivé. Ce qui fait que quand il enseignait le judo, il n'enseignait pas en cours collectif. Il venait de temps en temps sur le tapis, et il te montrait un ceci, il te montrait cela, il te montrait une technique de jambe, il te montrait une technique d'épaule, puis hop, il allait ailleurs. Donc le judo n'avait rien à voir avec ce que c'est devenu pédagogiquement actuellement. Mais il m'a donné quelque chose d'irremplaçable. Il m'a donné l'amour du judo. Comment cela se fait-il? Étant donné qu'il était au collège, on avait au collège une sorte de journal qui s'appelait Judo traditionnel, qu'on recevait tous les 15 jours. Et dans ce journal Judo traditionnel, écrivait un individu qui était un très bon philosophe, qui s'appelait, ça va revenir, Jazarin. Et il faisait suivre une histoire, entretien avec mon maître. Et dans cet entretien avec mon maître, il ressortait une multitude de conseils, de concepts, d'images, de cela, qui fait que on était amené, conduit à s'intéresser non seulement physiquement au judo, mais à découvrir dans le judo quelque chose que l'on ne découvrait pas ailleurs. Et ça, Monsieur Lafosse, involontairement, parce qu'il m'a mis ça dans les mains, mais précisément, il m'a permis de le faire. Et un autre exemple de Monsieur Lafosse, qui pour moi reste quelque chose d'inouï. J'étais jeune prof à l'époque, ou en formation de lettres, et donc je ne roulais pas sur l'or. Alors il m'a dit, vous devriez aller dans une école là-bas, les Francs-Bourgeois, pour enseigner le judo, et peut-être vous gagneriez 3 sous. Très bien. J'y suis allé avec une ceinture marron, et qui était ma ceinture marron. Et je devais aller de la porte de Versailles à la Bastille, en métro, le soir, ce qui fait que dans le métro, j'étais rarement à côté de mon sac. J'avais mon sac à hauteur d'épaule, parce que je n'arrivais pas à le descendre, tellement dans les métros, il y avait de monde. Et un jour, il me dit, mais vous n'avez pas une voiture? Je lui dis, non, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas les moyens d'avoir une voiture. Ah oui. La semaine d'après, il me dit, je vous donne un rendez-vous à la porte Champéret. Vous viendrez avec votre femme. Bon, alors le lendemain ou le surlendemain, je ne sais pas, nous allons porte Champéret, ma femme et moi. Et là, il nous amène dans le magasin de Citroën. Et il me dit, elle vous plaît cette 2 chevaux? Ah, bien sûr, elle me plaît, entendu. C'était une 2 chevaux neuve.
Mais elle est à vous. Comment elle est à moi? Oui, elle est à vous. Vous me la rembourserez quand vous pourrez. Et il m'a donné en quelque sorte cette voiture, alors que je n'étais que son élève. Je n'étais pas un membre de sa famille. Mais il me prenait comme un membre de sa famille, tu vois. Et bien entendu, je remboursais tous les mois ma 2 chevaux. Et ça a été notre première voiture, ma femme et moi. D'accord? Mais pour lui, c'était normal. Du moment où j'étais dans l'ennui, il fallait me tendre la main. Et là, tu vois, ça, c'est une leçon que je n'oublierai jamais, que je n'ai jamais oubliée, et que j'aurais toujours été prête à réitérer avec un élève, avec ceci, avec cela, parce que c'est dans ces cas-là qu'un prof de judo se doit de réagir en judoka. Donc, Monsieur Lafosse, j'ai quitté Paris, il a quitté Paris lui aussi. J'ai fait mes pas dans le collège. J'ai découvert les stages avec M. Michigami, et c'est moi qui le lui ai fait découvrir. Et il est venu à Bordeaux avec moi, mais nous n'étions plus en contact direct. Quand je suis arrivé ici, j'étais 4e dan. Pour moi, me présenter au 5e dan, ça ne se posait pas de problème. Mais le jour où j'ai commencé à me dire que dans le fond, je pourrais bien peut-être aller vers le 6e dan, là, c'était autre chose, parce que je changeais de couleur. Et avant de faire quoi que ce soit, j'ai envoyé une lettre à M. Lafosse. Ça faisait au moins 7 ou 8 ans que je l'avais quitté, pour lui demander l'autorisation de me présenter au 6e dan. Et lui, tout de suite, m'a autorisé, bien entendu. Et tu vois, je le garde, cet homme. J'ai sa photo au club. Sa photo sur laquelle pendent la médaille, l'authentique médaille des premiers Jeux Olympiques à Tokyo, qui ont lieu en 1974. C'est une médaille d'or qu'on lui avait donnée, et en tant que responsable du judo. Et pour moi, Monsieur Lafosse, c'est, je dirais pas c'est un père, non, mon père, Dieu sait qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour moi, mais c'est le seul individu qui, hors de ma famille, a été capable, à un moment donné, d'être un soutien à nul autre pareil. Alors certainement, il n'était pas expert dans sa façon d'enseigner le judo. Mais c'est lui qui m'a donné l'envie de devenir expert et de devenir véritablement un judoka. Alors, du moment où je suis entré à l'école de judo, certaines choses se sont produites. Comme je te le disais, j'ai commencé par pratiquer au niveau du collège des ceintures noires. Collège des ceintures noires où les catégories de poids n'existaient pas. Puis c'était la grande lutte entre le collège et la fédération de ceux qui accepteraient ou non les catégories de poids. De ce fait, je me suis retrouvé à pratiquer le judo de compétition au collège, non pas au championnat de France, puisque le titre de championnat de France était géré par la fédération, mais à la Coupe de France du collège, qui était un véritable championnat des membres des différents clubs, des différents collèges. Et là, je dois dire que je ne pesais que 75 kilos. Et pendant au moins 4 ans, je me suis retrouvé invariablement en 8e de finale de la Coupe du collège devant une bête noire. Une bête noire qui s'appelait Monsieur Bouillevaux, on ne peut pas l'inventer, qui était bouché de son état et qui pesait 125 kilos. Et invariablement, en 8e de finale, je me retrouvais devant ce pinson-là.
effectivement, je n'ai pu gagner à aucun moment. Ce qui fait que mon expérience de la compétition a été relativement brève, attendu que pendant que je préparais le professorat d'éducation physique et que je faisais le judo de compétition, mais j'avais une sainte trouille de me blesser, attendu que j'avais le devoir d'être reçu au professorat, non pas pour survivre, mais pour pouvoir me marier avec celle que je décidais d'épouser. Mon beau-père n'avait rien trouvé de mieux que de dire que nous pourrions nous marier le jour où je serais professeur d'éducation physique, puisque c'était telle cette situation que je voulais, et le jour où sa fille serait professeure d'italien. Donc, il n'était pas question pour moi de faire de la compétition à outrance, et surtout de prendre des risques inconsidérés pour risquer une blessure. Du moment où je suis rentré à l'école de judo, j'étais dans le fief de la Fédération française de judo. Et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, alors que l'on me disait que les gens de la fédération n'étaient pas de grands judokas, je me suis rendu compte qu'on m'avait un peu berné. À savoir que si on pouvait dire qu'un type comme Jacques Aulebert n'était pas un grand judoka, si on pouvait dire qu'un type comme Bernard Pariset n'était pas un grand judoka, lui qui pesant 80 kilos avait battu Gesing d'un coach Igari en compétition, donc on m'avait berné. Et ce qui fait que quand M. Boula m'a demandé si je voulais rester à l'école de judo comme professeur, non seulement j'ai adhéré, mais immédiatement j'ai pris ma licence à la fédération, dont je ne suis plus sorti. D'accord ? Donc ça, si tu veux, c'est un aparté. Et en réalité, quelle a été ma vie à l'école de judo ? À l'école de judo, normalement, le directeur, celui qui était le créateur de l'école de judo, c'était M. Boula, qui était professeur de sport de combat à l'ENSEP, à l'École normale supérieure d'éducation physique. Il avait eu comme élève André Bourreau, qui avait été 4 fois champion d'Europe. Et André Bourreau, professeur d'éducation physique, était l'individu idoine pour prendre la direction de l'école de judo de l'INS sous l'égide de M. Boula. Il se trouve que dans l'année 67-68, où j'étais stagiaire, André Bourreau était directeur. Dans l'année 68-69, André Bourreau est resté directeur et moi, j'étais professeur. Et André Bourreau a éprouvé le besoin à ce moment-là de se lancer vers l'agrégation d'éducation physique. Et donc, en 69, est rentré à Châtenay-Malabry et a laissé vacant le poste de directeur de l'école de judo qui m'est échu. C'est là que j'ai commencé, moi, à devenir directeur de l'école de judo et bien entendu continuer à venir travailler dans les rôles de professeur. Courtine, Pariset, Floquet en aïkido, Guy Sauvin en karaté. Et moi, je m'occupais de l'anatomie, de la physiologie, de cours de judo, et également, je remplaçais soit M. Courtine, soit Bernard Pariset, s'ils étaient absents. D'accord. Or, à cette époque-là, quelque chose m'est apparu comme étant une sorte d'illogisme. C'est qu'il y avait non seulement à l'INS l'école de judo, formant les gens au professorat de judo, mais il y avait le centre de formation des éducateurs sportifs qui englobait
l'ensemble des spécialités sportives pour former des cadres techniques, et il y avait l'école d'escrime qui était le pendant de l'école de judo. Or, ces 3 centres étaient couverts par un directeur d'études, mais il n'y avait aucune relation, si ce n'est des petites chicayas ou des petites histoires lors du restaurant, entre les différentes écoles. Je suis allé voir le directeur de l'INS, qui s'appelait Monsieur Mallet, et j'ai dit on devrait faire la chose suivante, on devrait essayer de prendre l'ensemble des formations, éducateurs sportifs, escrime, judo, et faire un stage commun à Autran, qui venait d'être le fief des épreuves de ski de fond des Jeux Olympiques de 1968. Et le matin, chaque spécialité travaillerait dans sa spécialité, au moins dans les formes théoriques, et l'après-midi, tout le monde irait sur le ski, alpin ou de fond. Il a été enthousiasmé par l'idée, et à partir de 70, tous les ans, l'école et les centres de formation a vécu à Autran sur des skis. Ça a été quelque chose d'excessivement chaleureux, et on a vu des gens qui, après avoir fait l'école d'escrime, parce qu'ils avaient fait le judo, sont allés vers l'école de judo, des gens qui vice-versa parce qu'ils avaient fait l'escrime, etc. Et il y a eu petit à petit à l'INS un moment de chaleur avec des fêtes, des soirées dansantes, etc., où on a vécu quelque chose de prodigieux, disons, sur le plan humain. Quelquefois, bien entendu, il était un peu divertissant de voir les Congolais des éducateurs sportifs sur les skis de fond, mais c'était quand même quelque chose de très très intéressant. Donc, petit à petit, les choses se sont installées, et en 1973, pour des raisons personnelles, j'ai demandé ma mutation pour partir de l'école de judo, pour partir de Paris, pour partir de l'INS. Annie et moi étant les 2 provinciaux, nous avons eu envie et le besoin de revenir vers notre province natale. Ça a été une des périodes. J'en dis que le chat a plusieurs vies. Je considère que j'ai eu plusieurs vies. Avant le service militaire, pendant le service militaire, et là c'est pas la plus agréable que j'ai vécue, non pas par le fait de l'armée, mais par le fait de la situation dans laquelle je me suis retrouvé en tant qu'officier de renseignement en Algérie, et d'autre part ma vie à l'INS, et après ma vie dans les Pyrénées. Voilà. Arrivé ici en juillet 1973, j'avais opté pour ne pas aller enseigner l'éducation physique dans un lycée, pour une bonne et simple raison, c'est que j'avais fait le tour de la question qui m'avait conduit à vouloir abandonner l'enseignement, et d'autre part, parce qu'une opportunité s'ouvrait à cette époque, ce qu'on appelle les CAS, les centres d'animation sportive. C'est donc au titre des CAS et donc de la direction départementale de la jeunesse et des sports que je venais ici. J'étais de l'éducation nationale et j'étais détaché au ministère, puisqu'à ce moment-là, il y avait un distinguo entre le professeur d'éducation physique qui était dans des établissements scolaires et ce qui serait le professorat de sport qui serait hors établissement scolaire. Donc je dépendais de la jeunesse et des sports, de la direction départementale de la jeunesse et des sports, et mon rôle consistait à organiser
sur l'ensemble de la ville de Tarbes les activités sportives des élèves de classe de 6e, 5e, 4e, 3e des différents collèges. Ces enfants allaient pouvoir opter pour 3 disciplines sportives dans l'année. 3 disciplines sportives qui seraient le judo, le football, le basket, le rugby, l'escrime, la natation, etc. Et chacun changeait une fois par trimestre d'activité. Ils étaient pris en car, en autobus, depuis leur établissement scolaire, pour aller sur les lieux d'implantation des activités qui leur étaient proposées. Donc moi je m'occupais de ça en tant que coordonnateur et également de l'enseignement du judo. Ce qui fait que j'étais à ce moment-là dans le cadre de l'enseignement du judo, initialement dans ce que orgueilleusement on avait appelé le dojo départemental, qui était un hangar situé à la cité, je sais plus comment elle s'appelait, et où on avait les murs en aggloméré, avec des espaces entre les différents agglos, de sorte que ça soit aéré facilement. D'accord ? Puis, petit à petit, ça ne pouvait plus aller, et on avait investi ce qui est devenu le fief du Stade Tarbais, rue Clarac, le gymnase qui était où on avait à la fois l'escrime avec René Genat et le judo avec moi, séparés par au premier étage du gymnase donc de la rue Clarac. Moi, à ce moment-là, j'avais très envie d'ouvrir un club et de démarrer un club. J'ai trouvé, je dirais pas outrancier, mais inélégant et désolant, déplacé, malhonnête, de vouloir ouvrir un club à Tarbes. Pourquoi ? Parce que j'avais la possibilité de toucher tous les élèves des collèges, donc c'était pas bon, c'était pas honnête vis-à-vis des gens des autres clubs. J'ai donc ouvert un club à Barbazan-de-Batte en mettant 6 km entre mon lieu de travail et mon installation de club. Donc je suis allé voir le maire de Barbazan, qui était d'accord pour que j'enseigne le judo, mais seulement pour que j'enseigne le judo. C'est-à-dire qu'il n'était pas d'accord pour payer un tapis, pour faire ceci, pour faire cela. C'est donc ma femme et moi qui avons acheté des tatamis, et nous avons été logés dans ce qui est devenu l'ancienne mairie de Barbazan, où une petite salle nous était accordée, et où je faisais venir les enfants des écoles de Barbazan, et le soir, enseigner au niveau du club. C'est là que le club de Barbazan a commencé à s'installer. Il a commencé à s'installer en prenant son nom de Sugata Sanshiro, qui était le nom de la promotion dans laquelle j'étais élève lorsque j'étais à l'INS. Et c'est là que nous avons commencé à faire... J'avais des judogi qui me permettaient de donner aux enfants des écoles de quoi faire le judo, et tout ça marchait très bien jusqu'en 1976 où le maire de Barbazan a fait construire le gymnase de Barbazan et nous a alloué la salle qui actuellement est toujours la salle du judo de Barbazan, d'accord ? La seule chose, c'est qu'il avait eu l'élégance de ne pas me demander de payer une location, étant donné que, à cette époque-là, les enfants des écoles venaient gratuitement pratiquer le judo dans l'après-midi.
Donc, le club étant ouvert, il y a cette action menée au niveau des casses, et également il y a le fait que je constatais qu'ici, dans les Hautes-Pyrénées, il y avait fort peu de formation vers l'enseignement du judo. Et à cette époque-là, dans 1974 donc, existait un diplôme de professeur, de moniteur et d'animateur de judo. J'ai poussé certains individus à aller vers le professorat. Ça a été le cas d'Yves Garcia, qui est parti à l'INS. Ça a été le cas de Springenfeld à Lannemezan, qui s'est documenté pour faire le professorat. Et moi, j'ai commencé à proposer au comité départemental de faire une formation pour les diplômes de moniteur et animateur de judo. Et c'est là que j'ai récupéré un certain nombre de ceintures noires du département qui venaient dans les locaux de la jeunesse et des sports le samedi matin pour travailler dans l'aspect théorique de ces diplômes, dirons-nous. Ça a été jusqu'à ce que les choses s'essoufflent un petit peu. Et d'autre part, ça a été jusqu'à ce que je constate une chose, c'est que le judo, si tu veux, il y a eu... c'est un aparté. Mais enfin, j'ai constaté qu'il y a eu un engouement pour le tennis à un moment donné, dans les années 70-80, un engouement pour le tennis extraordinaire, et on avait même vu venir ici à Barbazan M. Björn Borg, parce qu'il y avait une usine de produits, je ne vais pas te dire moi, de plastique en quelque sorte, qui avait sorti une raquette de tennis. Et Björn Borg est venu essayer ici la raquette de tennis dans le gymnase de Barbazan, et il était partisan de développer cette raquette à condition qu'elle porte son nom. Le directeur de l'usine n'a pas été d'accord pour qu'elle porte son nom, donc la raquette est tombée en désuétude, mais elle était très intéressante. Par contre, je constatais, moi, que tout le monde était intéressé par le tennis. Et il était très difficile de pouvoir aller jouer au tennis, bien qu'il y ait plusieurs cours développés à Barbazan. Et je constatais que l'erreur qu'avait commise la fédération de tennis, c'est qu'elle n'avait pas su former des enseignants du tennis. Et je constatais, moi, que nous avions une pénurie, ici, dans le département, d'individus diplômés, d'éducateurs sportifs diplômés, toutes spécialités sportives confondues. Donc, ce que j'ai demandé de faire au directeur départemental de la jeunesse et des sports, c'est que nous fassions, nous, une formation au tronc commun. Étant donné que c'était du temps où j'étais à l'INS, que j'avais œuvré et travaillé pour la mise en place de ce brevet d'État à 3 niveaux, enseignant, entraîneur et entraîneur national, avec chaque fois un tronc commun, je trouvais que c'était aberrant de ne pas pouvoir former des gens, toutes spécialités confondues, que ce soit en ski où ils avaient une partie du tronc commun plus une spécificité dans un tronc commun qui leur était propre, et plus les épreuves de ski, mais on n'avait pas d'enseignants de football, de ceci, de cela, donc ça ne pouvait pas aller. Le directeur départemental n'était pas tellement chaud, ce qui fait que, têtu comme une bourrique, j'ai fait des formations au tronc commun, dans des écoles, le soir, de 10h à 22h, de 22h, je veux dire, à 24h, et j'avais des gens qui venaient pour apprendre l'anatomie, la physiologie, etc. À la fin de l'année, ils sont allés se présenter aux épreuves de tronc commun à Toulouse. Ils ont tous été reçus. De ce fait,
le directeur a dit on va faire la formation au tronc commun. Et du moment où il a dit on va faire la formation au tronc commun, moi, il y a quelque chose qui me titillait, c'était de faire en plus une formation au spécifique judo. Et c'est donc à partir de là, de l'année 80, que j'ai pu organiser, s'appuyant sur le club, une formation au brevet d'État judo. À savoir que les candidats étaient recrutés, ils étaient demandeurs d'emploi, certes, et j'avais pu trouver le biais de leur faire obtenir une bourse en m'appuyant sur le milieu agricole. D'accord ? C'était une combinaison extraordinaire, mais enfin, ça a marché. Et je pouvais avoir 12 postes budgétaires tous les ans. J'ai donc fait tous les ans une formation à 12 individus qui devaient au départ présenter un concours. Il devait être minimum ceinture noire, deuxième dan, ou avoir déjà les points pour le deuxième dan, restant uniquement le kata à obtenir. Et c'est ainsi que pendant de 1980 à 1992, j'ai eu à former ici, tous les ans, 12 enseignants, 12 professeurs de judo. D'accord ? Ils avaient le tronc commun les 12 premières semaines, tous les matins, avec les autres éducateurs sportifs en contrôle continu, et ils avaient, pour le reste de l'année, puisque l'école tournait sur 9 mois, 39 heures semaine, sur le tapis, avec le soir, l'obligation de participer aux activités du club, aussi bien sur les cours que sur les entraînements, que sur les festivités et les choses, ceci, cela. Nous avions à ce moment-là organisé un tournoi de Barbazan, et c'était les gens de l'école de judo qui devaient gérer l'ensemble du tournoi. Ce tournoi était ouvert aux enfants. Bien entendu, il n'y avait pas de junior senior, mais il y avait des enfants de poussins au benjamin, au minime, et tous les ans, il y avait le tournoi de Barbazan qui se présentait. Voilà. Puis, en 92 est arrivée une bêtise. Je ne dirais pas une bêtise, parce que ça pourrait être désobligeant. Mais le président de la Ligue a trouvé qu'il était souhaitable que la centre de formation soit déplacé au Crêpes de Toulouse et non plus à Barbazan. Donc du moment où c'est parti au Crêpes de Toulouse, je ne m'en suis plus du tout occupé. La différence, c'est que les gens devaient payer leur scolarité, devaient être internes à Toulouse, ou se loger à Toulouse, et l'école de formation au brevet d'État a duré, je crois, 1 an ou 2, puis a périclité complètement, parce que le combat, c'est ça, faute de combattants. Moi, pendant que j'étais à l'école de judo, je ne faisais pas tout seul. J'étais aidé, dans un premier temps, par une de mes élèves, qui était Claudine Bourlette, qui avait été championne de France universitaire, qui avait été 3e au championnat de France Fédération, puis qui d'ici s'est mariée, est allée vivre à Pau, et à ce moment-là, j'ai eu, pour m'aider, Suzon Crampette, qui elle a été 4 fois championne de France UNSS, championne de France universitaire, vice-championne de France Fédération Junior, vice-championne de France Fédération Senior,
et pendant 10 ans, membre de l'équipe de France B, athlète de haut niveau. Et elle a, pendant sa formation, pendant qu'elle s'occupait de la formation des gens de l'école de judo, s'est présentée seule au Brogletta deuxième degré, où elle a été reçue major. C'est la condition qu'avait mise pour elle le président de ligue afin qu'elle puisse devenir cadre technique de la fédération. Et quand elle a eu son diplôme, on a oublié de lui donner le poste de cadre technique, ce qui fait qu'elle a eu certainement une certaine rancœur tout à fait justifiée et qui fait qu'elle ne soit pas allée au-delà. D'accord ? Dire qu'ensuite l'école de judo s'est arrêtée, le club a continué, le club continue. Étant donné mon âge, j'ai maintenant demandé à Suzon de prendre le club en main, ce qu'elle a fait avec brio, ce qu'elle a fait avec beaucoup de talent, et ce qu'elle a fait également avec beaucoup de difficultés, parce que elle doit tenir de pair son club de judo, son rôle de professeur d'éducation physique au collège, au lycée d'apprentis que l'on appelait avant le CFA, s'occuper également de ses 2 fils qui sont actuellement l'un et l'autre en faculté de médecine, et il faut dire que si elle peut s'occuper véritablement du judo totalement, quelquefois il lui est tout à fait très difficile de s'occuper hors le club des différentes animations, sauf toutes les animations sportives sur lesquelles elle gère le club. Voilà. Donc après avoir quitté Paris, où j'étais au contact du plus haut niveau, le souci que j'ai eu, c'était de ne pas m'enterrer d'un point de vue technique en judo et de ne pas me mettre à régresser plus ou moins. Je savais que, à l'âge que j'avais, il n'était plus possible pour moi d'envisager la pratique du judo sur le plan sportif, mais j'avais pris en compte un intérêt majeur pour le judo, et donc ce qui m'intéressait le plus, du moment où en 74, en 73, je suis arrivé ici, c'était d'une part de continuer à me perfectionner, et d'autre part de raisonner surtout sur non pas la pratique de la technique, mais sur les éléments à rechercher d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue des éducatifs, etc., pour permettre de comprendre ce qu'était véritablement une technique. Dire que le kuzushi, le tsukuri, le kake, c'était essentiel, oui, mais comment obtenir le kuzushi, comment obtenir le tsukuri, et comment obtenir le kake, c'était le souci majeur. Or, j'ai eu la chance, du temps où j'étais à Paris, de prendre contact avec Maurice Desglises. Maurice Desglises qui se trouvait être le conseiller technique interrégional et demeurant à Pau. À telle enseigne que nous avons eu l'un et l'autre une sorte d'attrait majeur sur le perfectionnement de notre judo. Toutes les semaines, il venait ici. Étant donné que à cette époque la fédération produisait beaucoup de bandes vidéo et que lui en tant que CTI avait la primeur de ces bandes vidéo, nous étions toutes les semaines, une fois par semaine, 2 ou 3 heures dans mon club
à travailler sur les bandes vidéo et à nous perfectionner mutuellement. Donc de ce travail que nous faisions ensemble, il en est ressorti une chose, c'est que Maurice, qui tous les ans devait gérer le recyclage des professeurs sur l'interrégion, m'a mis dans le coup et nous allions ensemble, tous les deux, à Bordeaux, tous les ans, nous occuper de la retransmission. Et là, j'ai trouvé véritablement ce que je recherchais, c'est-à-dire que je n'avais pas la prétention d'apprendre le judo aux professeurs qui étaient dans toute l'interrégion, mais je cherchais surtout à leur trouver les procédés d'apprentissage qui pourraient les aider éventuellement, et c'est ce en quoi ils ont été assez satisfaits, me semble-t-il. De là, la fédération s'est penchée sur le problème et m'a demandé de participer au Conseil national de l'enseignement du judo, ce que j'ai fait donc pendant tant que ce Conseil national a fonctionné. Et c'est à la faveur du Conseil national à Paris que je me suis ouvert à Jean-Luc Rouget de ce que je trouvais le passeport pour les enfants inintéressant et improductif tel qu'il était le passeport sportif que nous utilisions. Il y avait je ne sais combien de pages et pour les enfants, ces pages n'apportaient rien. Donc Jean-Luc, bien gentiment, m'a dit « puisque tu as trouvé quelque chose, produis-moi le produit et on verra ce que ça donne ». Voilà, donc c'est comme ça que j'en ai été à la cheville ouvrière du passeport enfant dans lequel je faisais ressortir aussi bien pour les enfants que pour les parents, de sorte que les parents puissent savoir quand leur fils ou leur enfant leur disait « j'ai appris Isagumuma », ils pouvaient très bien s'imaginer ce qu'était le Isagumuma en question. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez intéressant. Du Conseil national de l'enseignement, je me suis retrouvé à devoir représenter la fédération au siège de l'UNSS. C'est-à-dire, j'étais délégué national de l'UNSS en relation avec la fédération, et les réunions qui étaient sur une fréquence de 2 ou 3 réunions dans l'année, nous retrouvions à Paris et en même temps que moi siégeait Henri Courtine. Et là, j'ai trouvé quelque chose qui, moi, m'insatisfaisait, c'était le fait que les féminines ne puissent pas avoir de catégorie d'âge. C'était inhérent à ce qu'un médecin italien trouvait qu'une fille de 16 ans était plus forte physiquement qu'une femme de 25. Donc c'était les raisons pour lesquelles il n'y avait pas de catégorie d'âge. Profitant de ma position de délégué national de l'UNSS et devant organiser les championnats de France UNSS, j'ai mis en place les catégories d'âge et qui pour la première fois se sont déroulées à Chaumont, et à partir de là, la fédération a pris le métro en marche et les féminines ont eu les mêmes catégories d'âge dans les mêmes années que les garçons. Donc ceci a été quelque chose qui a marqué pour moi mon passage au Conseil national de l'enseignement. De ce Conseil national de l'enseignement sont ressorties certaines choses, puis il est tombé dans une sorte de désuétude parce que la fédération le voyait différemment. Et se sont être mis en place le Conseil national des hauts gradés. Conseil national des hauts gradés, auquel je siégeais effectivement aussi,
Et c'est à la faveur de ce Conseil national de haut gradé, où là nous avions une réunion par trimestre, que beaucoup de choses se sont mises à jour. Et notamment le fait qu'on a beaucoup insisté sur le retour vers la culture du judo, que nous avions plus ou moins gommé, sur également le fait de trouver pour les enfants qui venaient de plus en plus jeunes un attrait. L'attrait, c'était les grades. Or, les grades, les enfants de 4 ans, puisqu'ils commençaient à 4 ans, il était inconcevable que des enfants de 4 ans passent une ceinture jaune. La ceinture jaune étant le premier grade que l'on pratique en judo, et c'est le seul qui compte avec la ceinture noire, évidemment. Mais chez les enfants de 4 ans, on ne pouvait pas parler de ceinture noire, mais on ne pouvait pas parler de ceinture jaune non plus. Et c'est ce qui fait que j'ai mis en place les ceintures bicolores de blanche-jaune, jaune-orange, orange-verte, et avec des créneaux d'âge planchers, et qui fassent que, arrivé à la ceinture verte, il ne soit plus question de grade bicolore, mais de grade plein, puisque on avait quand même des gens qui, dans la mesure où ils étaient ceinture verte, étaient véritablement convaincus de pratiquer le judo. Ça a été, dirons-nous, un des éléments qui m'a convaincu de continuer à me perfectionner dans le judo et de chercher dans le judo petit à petit le plus possible les éléments qui avaient dicté à Jigoro Kano de proposer le judo. Et c'est là que je me suis, je dirais pas spécialisé, non, mais où j'ai beaucoup cherché à réfléchir et à trouver des documents me permettant de faire avancer les choses. Tout ça, je l'ai fait, et bien entendu, je l'ai fait en communion étroite avec mes rôles à la fédération et mon rôle au club. Rôle au club, où là, les gens du club ont pu profiter de toutes ces choses-là. Il se trouve que conjointement à ça, j'avais besoin quand même d'apprendre encore plus profondément le judo. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 1974, j'ai pratiqué tous les ans le colloque des hauts gradés qui, en 1974, commençait avec « on parlait de hauts gradés » à partir du 4e dan, puisqu'il n'y avait pas de 6e dan en France. Puis petit à petit, il y a eu seulement le 5e et le 4e, puis le 5e et le 6e, puis seulement les bicolores, 6, 7, 8, 9, qui se retrouvaient. Et là, j'ai pu bénéficier d'un enseignement très, très, très pointu, avec la plupart des maîtres japonais qui sont venus nous retrouver en France. Et c'est là que, à ces maîtres, j'ai trouvé parmi eux des amis, et notamment Kiyoshi Murakami et Shinji Hosokawa, qui sont venus l'un et l'autre à plusieurs reprises au club à Barbazan pour pouvoir proposer aux gens des Hautes-Pyrénées de découvrir le rôle pour Shinji Hosokawa, son travail en tant que champion olympique de léger, et pour Kiyoshi Murakami en tant qu'entraîneur national de l'équipe de France. Hélas, j'ai eu très peu d'écho, je dois le dire, je le déplore, d'écho des clubs du département à venir à ces stages qui n'étaient pourtant pas des stages très dispendieux,
puisque je crois que c'était de l'ordre de, je ne me rappelle plus, quelque chose comme 10 euros ou quelque chose comme ça, la journée ou n'importe. Enfin, toujours est-il que ça a été un des grands moments du club. Un autre grand moment du club, ça a été le fait que, étant à l'INS, j'ai eu un Québécois qui était venu du Québec pour chercher le diplôme de professeur de judo en France, diplôme qui n'existait pas au Québec. Et là, j'ai eu un garçon qui est venu avec sa femme, ses 2 enfants, et pour pouvoir venir vivre à Paris, il avait vendu sa maison, ses meubles et sa voiture. Et il vivait à Paris, son école de judo. Et donc, ce bonhomme-là, j'ai découvert quelqu'un qui était un Américain en quelque sorte, mais un Américain parlant français. Et j'ai énormément apprécié ce garçon. Nous avons établi des contacts de sa famille avec la mienne, etc. Et à un moment donné, il a eu quelques difficultés financières. Et c'est là que j'ai apprécié le comportement des Québécois. Il est allé à l'ambassade du Québec en disant « Je suis obligé de repartir au Québec parce que j'ai plus de sous ». Et là, on lui a dit « Mais c'est pas difficile, on va t'avancer de l'argent. Tu as 2 solutions. À la fin de la saison, tu es reçu au diplôme de professeur, on te félicite et on te serre la main. À la fin de la saison, tu n'es pas reçu au diplôme de professeur et tu as 6 mois pour rembourser l'argent qu'on te donne aujourd'hui. » Indubitablement, il était effectivement très motivé et il a passé brillamment son diplôme. Et dans l'été qui a suivi, nous sommes allés, ma femme et moi, passer 3 semaines au Québec, découvrir les maringouins. Et ce sont des espèces de moucherons qui piquent encore plus que les femelles moustiques que nous avons et qui sont des nuées autour des lacs. Or, le Québec, c'est le pays des lacs. Et nous étions à 400 km au nord de Québec. Et j'ai vécu là des choses prodigieuses et des gens qui sont excessivement chaleureux. Il est revenu chez nous l'année qui a suivi. Et un soir, en discutant, il me disait « Tu vois, je regrette que mes élèves et tes élèves ne puissent pas connaître ce que nous avons connu. » Et un mot en entraînant un autre, nous avons décidé de faire un échange de clubs, c'est-à-dire qu'ils sont venus à 14 judokas québécois passer 3 semaines ici à Tarbes. Ils étaient hébergés dans des familles de judokas français et nous sommes allés pour les fêtes de Noël suivantes passer avec des judokas français la même chose au Québec. C'est là que nous avons appris ce que signifiait le fait de dormir vite. Parce que ce sont des gens qui aiment énormément la fête et qui, à partir de là, étant donné qu'à partir de 3 heures de l'après-midi, l'hiver, il fait nuit, ils ne cherchent plus à regarder la montre et ils se couchent très fraîchement, pas avant 11h, minuit ou 1h du matin, dans la mesure où il n'y a pas quelque chose de particulier. S'il y a quelque chose de particulier, c'est la nuit entière qui est à passer. Donc nous avons connu Noël au Québec et nous avons surtout apprécié le fait qu'en arrivant à l'aéroport de Montréal, le pilote nous annonce moins 36 au sol. C'était la température et nous n'avons jamais eu froid au Québec parce que c'était quelque chose qui était... Pour eux c'est la fête et pour nous ça a été une découverte. Le froid est effectivement quelque chose de prodigieux dans la mesure où on sait s'habiller, dans la mesure où on sait se couvrir et dans la mesure où on sait vivre. Maintenant, si jamais on tombe en panne de voiture en pleine nature, on s'endort rapidement, mais pour longtemps. Voilà, ça a été, entre autres, des événements du club
qui ont été des événements marquants d'une certaine convivialité, dirons-nous, pour ne pas dire d'une convivialité certaine. Le club a été marqué également par les succès de certains élèves. Nous avons parlé des plus beaux fleurons, c'est-à-dire ça a été quand même Suzon avec les titres qu'elle a eus, dont je t'ai déjà parlé. Indépendamment d'elle, son aînée, Claudine Bourlette, a été 3e au championnat de France fédération, toujours du temps où il n'y avait pas les divisions, c'est-à-dire où les combattants, les meilleurs combattants pratiquaient les championnats de France, il suffisait d'être 3e en interrégion pour pouvoir être qualifié au championnat de France. Voilà, d'accord ? C'était la règle. Toute catégorie d'âge et de poids confondus. Donc, elle était donc plusieurs fois, championne d'interrégion. Et en moins de 48 kilos, elle a fini 3e au championnat de France fédéral. Elle a été championne de France, universitaire. Et bien entendu, elle a été professeure de judo à Pau, au judo club béarnais, très longtemps. Ensuite, toujours dans l'ordre, il y a eu Bruno Casal, qui a été champion de France de la police. Il n'a pas pu aller faire les championnats d'Europe de police parce qu'il s'était blessé. Mais enfin, quand il a été champion de France de la police, il était dans la catégorie d'un certain Vachon. D'accord ? Donc, c'était quand même... la police a toujours été, depuis que M. Boula avait trouvé cette solution, elle a toujours été le vivier des équipes de France, dirons-nous. Nous avons eu ensuite Denis Préhu, qui, avec Bruno Casal, ont fait les championnats de France à Strasbourg en UNSS. Nous avons eu Jean-Louis Dérès, également, comment s'appelle-t-il, Stéphane Fourcade et Cédric Pujol, qui ont fait les championnats de France aussi. Nous avons eu Patrick Lascoumette, qui a eu la malchance, en faisant les championnats de France, de rencontrer un certain compétiteur, et j'arrive plus à me souvenir son nom, c'est malheureux. Marc-Alexandre ? Non, pas Marc-Alexandre, Thierry Ray. D'accord ? Donc là, il s'est arrêté. Nous avons également pratiqué des tournois. Alors là, il y a eu beaucoup de tournois de fées, des tournois d'Orléans pour les filles, tournois de Marseille, tournoi de Paris, tournoi de Varsovie pour Suzon, tournoi de Londres pour Suzon, tournoi Madrid, tournoi à côté de Monaco, à Menton, etc. Donc énormément de tournois qui ont fait qu'on se déplaçait beaucoup et qu'on a accumulé pas mal de belles choses, quoi, dirons-nous. À tout ça, je trouve que petit à petit, je pense qu'il était beaucoup plus, je dirais pas facile, ce n'était pas sportivement plus facile, mais c'était d'un point de vue de l'organisation plus facile de pratiquer le judo de championnat avant qu'il n'y ait les divisions. Parce que les divisions n'ont pas été, me semble-t-il, un élément moteur
de renouveau des combattants. Du temps où il y avait uniquement le championnat de France, il y avait un brassage des combattants qui était beaucoup plus développé que maintenant. Il y avait moins de pôles d'entraînement qu'il n'y en a eu, et les pôles d'entraînement ne sont pas forcément ce que l'on pourrait appeler des viviers de champions. Actuellement, il me semble que les pôles ne correspondent pas, sauf peut-être, et encore que je n'en citerai pas pour ne blesser personne, mais c'est pas véritablement des pôles que les choses se font. Ce qui serait le plus essentiel, c'est que des possibilités de professionnels soient ouvertes aux combattants, et ça, ce n'est pas la formule la plus mise en exergue actuellement. Alors, tu me poses la question de savoir si j'ai un judoka modèle. Très honnêtement, oui. Mais, si tu veux, on peut envisager le judoka modèle comme étant celui que l'on admire seulement et vers lequel on voudrait tendre. Et là, il faut dire une chose, actuellement, admirer un judoka tel que Teddy Riner, oui, mais vouloir tendre à devenir Teddy Riner, non. Il me manquerait certaines choses que je ne pourrais pas avoir. Par contre, un judoka modèle, je peux avoir un judoka modèle qui soit un judoka en tant qu'homme. Homme qui ait pu à la fois allier son rôle de judoka et surtout sa valeur humaine en tant qu'homme. Homme donnant un mouvement dans une société. Et ce judoka modèle, il est mort, c'est M. Boula. M. Boula, que tous ses élèves, dont je n'ai pas fait partie, tous ses élèves disaient de lui le père Boula. On parlait du père Boula par affection. Et on ne parlait pas du père Boula comme on parlait du père Lustucru. D'accord ? C'est autre chose. Monsieur Boula était un homme qui avait initialement pratiqué la lutte. Il était d'un petit milieu social et il avait voulu s'élever dans la société en travaillant suffisamment pour passer le baccalauréat. Il avait passé le bac et en même temps, il était chauffeur poids lourd. Son bac passé, il a voulu se lancer sur le professorat d'éducation physique. Mais là, il n'avait pas les moyens financiers d'assurer sa subsistance. Il continuait donc son travail de chauffeur poids lourd tout en travaillant par devers lui l'anatomie, la physiologie, etc., pour pouvoir, et la lutte qu'il pratiquait toujours, pour pouvoir passer le concours d'entrée à l'école normale supérieure. Parce qu'il savait que s'il était reçu à l'école normale supérieure, il pourrait ne plus être chauffeur poids lourd, mais devenir effectivement fonctionnaire devant, à l'issue de son diplôme, un certain nombre d'années à l'État en remboursement. Très bien. Ce qu'il a fait. Il est rentré à l'ENSEP, il continuait à pratiquer la lutte et à ce moment-là, il est rentré en contact avec un homme qui était M. Vergne. M. Vergne qui disait avoir les plus belles oreilles de Paris, tellement il avait les oreilles en chou-fleur, qui était lui aussi lutteur, mais qui avait touché au judo. Et M. Boula s'est dit, dans le fond, je vais essayer le judo. Seulement voilà,
M. Boula n'était pas un tendre et il n'était pas un homme particulièrement policé. Il est allé donc voir le judo chez M. Kawashi et M. Kawashi a vu arriver ce bonhomme qui avait des épaules de déménageur et a dit vous travaillez avec ceinture bleue, et la ceinture bleue s'appelait Henri Courtine. Monsieur Boula n'avait jamais fait le judo, mais il faisait de la lutte. Et Henri Courtine a commencé à le faire chuter, de ceci, de cela, et au bout d'un moment, Monsieur Boula a trouvé que la leçon était suffisante. Et il a commencé, lui, à faire des techniques de lutte à Courtine, des techniques en souplesse, en demi-souplesse, etc., où il partait sur le dos, où il partait sur la tête, et tout et tout. Et de ce jour-là, il y a eu une acrimonie entre Courtine et Boula, mais il y a eu également une vexation entre Boula et Kawashi, parce que Boula considérait que Courtine était son favori. De ce fait, quand M. Boula a vu qu'il progressait en judo, il a voulu passer la ceinture noire, mais Kawashi disait toujours à Boula « Ah, vous, pas bon mental, pas possible ceinture noire ». Boula a fait ni deux, il a pris le bateau, il est allé en Angleterre, il a passé la ceinture noire en Angleterre. Et il est revenu avec sa ceinture noire, premier dan. Il a, à ce moment-là, continué à faire son sport, continué à faire son diplôme de professeur, et il a été engagé comme professeur à l'École normale supérieure d'éducation physique pour les sports de combat. Et là, il avait devant lui des promotions de jeunes gens, de jeunes athlètes, puisqu'à ce moment-là, pour entrer à l'ENSEP, il y avait la nécessité du bac, la nécessité d'un concours d'entrée. Dans ce concours d'entrée, il y avait la nécessité de 4 heures d'anatomie, 4 heures de physiologie, 4 heures de psychopédagogie à l'écrit, épreuve de vitesse, 100 mètres, 1500 mètres, grimpée de corde, agilité au sol, natation, gym aux agrès, et c'était les meilleurs, 25 premiers qui rentraient, d'accord ? Et donc, M. Boula s'est retrouvé à avoir des gens qui avaient des conditions physiques hors pair et à qui il enseignait le judo. Et leur enseignant le judo, eh bien, ce sont des gens qui très rapidement sont arrivés aux meilleurs résultats sur le plan sportif. Ça a été André Bourreau, 4 fois champion d'Europe. Ça a été Pierre Albertini, champion d'Europe. Ça a été Badjoni, champion d'Europe. Ça a été Taberna, champion d'Europe en judo et en lutte. Ça a été une multitude de Monginet, qui ensuite est devenu préfet, et il a abandonné l'éducation physique. Il s'est spécialisé en droit, il est devenu préfet, etc., etc. Et il y a eu des promotions là qui, tous les ans, sont sorties. Et M. Boula est un individu qui était toujours prêt, quelle que soit la situation, à aider les gens qui voulaient travailler. C'est un peu la raison pour laquelle, quand il a vu ce que je faisais moi comme stagiaire à l'INS, il m'a demandé de rester à l'INS en tant que prof. Et dans un autre domaine, il m'a donné une possibilité extraordinaire, mais ça, je ne peux pas le divulguer à tout instant. Donc, mais je tiens chez cet individu-là un sens du dévouement,
du travail accompli. C'est lui qui a fait les catégories de poids, c'est lui qui a fait les doubles repêchages, c'est lui qui a trouvé le principe des tableaux avec double repêchage, repêchage simple, repêchage brésilien, etc. Il a fait un travail extraordinaire. Il a fait un travail extraordinaire également à la fédération, en mettant en place les cadres techniques fédéraux. Il a su proposer aux meilleurs combattants d'entrer soit dans les douanes, soit à la police, soit dans la gendarmerie, pour pouvoir continuer à vivre de leur judo et faire le judo et quand même assurer leur vivre et leur couvert. Il a aidé une multitude de générations et il n'a jamais cherché les moindres honneurs. Il est mort comme premier dan. Et c'est un bonhomme à qui je tire un coup de chapeau parce que il a su véritablement vivre le judo dans sa fonction éducative. Voilà. Ensuite, je peux bien entendu trouver d'autres individus. Il est certain, mais c'est pour des caractères particuliers. Monsieur Michigami était un type extraordinaire dans sa connaissance du judo. Il était professeur de judo au Japon. Il avait le sens de la pédagogie. Il avait le sens de faire progresser. En produisant par étapes, etc., etc. J'ai côtoyé des gens comme Kiyoshi Murakami, qui était capable de faire rire pendant des heures sur un tapis, tout en faisant pendant des heures travailler sans que les gens s'en rendent compte des progrès qu'il faisait. J'ai côtoyé des types comme Monsieur Katanishi, qui est professeur de judo actuellement en Suisse et qui parle le français aussi bien que toi et moi, mais avec l'accent suisse, ce qui est quand même intéressant de voir un japonais parler avec l'accent suisse, sais-tu. Donc, des gens que j'ai approchés, et puis il y a une multitude d'élèves qui étaient mes stagiaires, qui étaient mes élèves et qui sont devenus mes amis. Voilà. En un mot commençant, j'ai eu une vie merveilleuse et heureuse.